Imaginez avoir consacré 10 ans de votre vie à construire l'ouvrage le plus solide de l'histoire militaire française. Imaginez avoir coordonné des milliers d'ouvriers dans des galeries souterraines à 30 mètres de profondeur, des casernes enterrées, des ascenseurs blindés, des couloirs de béton armés de 3 mètres d'épaisseur, des tourelles rétractables qui absorbent les obus de 305 mm, des ventilations filtrées contre les gaz, des hôpitaux, des cuisines, des centrales électriques, une ville entière sous les collines de Lorraine et d'Alsace. Imaginez regarder les rapports d'après-guerre déclarer que votre ouvrage a échoué, que la France a perdu parce que la ligne Maginot n'a pas tenu, alors que l'Allemagne n'a jamais réussi à la percer, pas une seule fois. En juin 1940, la Wehrmacht lance une attaque frontale directe sur la ligne Maginot, l'opération Kleiner Bär. Les assauts blindés et d'infanterie allemands sont repoussés avec de lourdes pertes. Les ouvrages encaissent les bombardements et répondent aux tirs. La ligne tient, elle tient jusqu'à l'armistice. Elle n'est pas percée, elle n'est pas capturée. Ce que l'histoire appelle l'échec de la Maginot est l'histoire d'une ingénierie parfaite rendue inutile par une seule décision, l'arrêt des fortifications à la frontière belge, là où le terrain était jugé infranchissable. C'est là que Guderian passa. C'est l'histoire de la ligne Maginot, l'ouvrage que jamais personne ne perça, que l'histoire officielle appelle un échec, et dont la vérité se trouve dans les archives allemandes plutôt que dans les manuels français. L'idée de la ligne Maginot naît dans les tranchées de 1916. André Maginot, sergent blessé à Verdun, la balle lui traverse le bassin, il marche avec une canne. Pour le reste de sa vie, devient ministre de la guerre en 1922, avec une conviction que 10 ans de politique ne parviendront pas à entamer. La France ne peut pas se permettre une autre guerre de la même nature que 1914 à 1910 à 8. Pas les morts, pas les villages, pas cette destruction qui a vidé un quart du territoire de ses habitants valides. Sa solution, construire quelque chose d'infranchissable le long de la frontière avec l'Allemagne. Pas une tranchée, une forteresse enterrée, permanente, invulnérable au bombardement, habitée en temps de paix par des garnisons d'entretien et mobilisable en heure en cas de guerre. Les travaux commencent en 1929. Ce que les ingénieurs du génie militaire construisent pendant 10 ans dépasse tout ce qui existait jusqu'alors. Chaque ouvrage principal, on en comptera 45, est un bâtiment enterré à 30 mètres de profondeur avec ses propres générateurs électriques, sa propre ventilation filtrée contre les gaz de combat, ses propres réserves d'eau et de vivres pour 3 mois, ses propres hôpitaux, ses propres cuisines. Des ascenseurs blindés montent les munitions depuis les dépôts souterrains jusqu'aux tourelles de surface. Les tourelles elles-mêmes rétractables, blindées à 200 mm, résistent aux obus de gros calibre. Les cloches de béton armées de 3 mètres d'épaisseur ont été testées contre des charges équivalentes à une bombe de 500 kg. La ligne s'étire sur 350 km, de la frontière suisse jusqu'aux Ardennes belges. Des fossés anti-chars larges de 6 mètres et profonds de 2 précèdent chaque ouvrage. Des rails anti-chars métalliques ancrent le sol devant les pentes bétonnées. Des kilomètres de barbelés complètent l'obstacle. La ligne Maginot est, à sa complétion en 1936, le système défensif le plus avancé du monde. Ses caractéristiques techniques sont vérifiables dans les archives du génie militaire. 45 ouvrages principaux, 550 ouvrages intermédiaires, 10 à 7 000 casemates. Capacité d'accueil, 400 000 hommes. Résistance au bombardement. Les tests sur coupole blindée montrent qu'un obus de 420 mm, le calibre des Bertha qui avaient détruit les forts belges, de 1914, ne pénètre pas le béton, standard de 3 mètres d'épaisseur à cette portée. La section techniquement brillante de la ligne Maginot contient aussi sa faille fatale. Et cette faille n'est pas dans l'ingénierie, elle est dans la géographie que les ingénieurs avaient reçu mission de couvrir. La ligne s'arrête à la frontière franco-belge, au nord des Ardennes. Elle ne couvre pas le segment ardennais, elle ne couvre pas la Belgique. Elle n'avait pas à le faire selon le plan stratégique français. La Belgique était un allié et les Ardennes étaient un obstacle naturel
jugé infranchissable pour des formations blindées modernes par le Conseil supérieur de la guerre en 1934. Ce jugement n'était pas stupide. Les Ardennes sont une forêt dense, accidentée, traversée de routes étroites, sans dégagement pour les colonnes blindées. En 1934, aucun état-major au monde n'avait fait traverser une montagne boisée à un corps blindé complet en mouvement rapide. Cette décision avait un deuxième facteur, moins glorieux, l'argent. La salle de la Commission des finances, 1934. Les budgets de défense, les coupes, le segment ardennais coûterait 2 milliards de francs supplémentaires. Le crédit est refusé, la ligne s'arrête là. Ce que les archives montrent, c'est que personne ne peut prétendre ne pas avoir été averti. Le général Pretla, commandant le groupe d'armées 2 chargé de la défense du secteur, émet des notes d'inquiétude répétées entre 1935 et 1939. Ces mots sont précis. Le segment ardennais non fortifié est une faille ouverte qui rend le flanc gauche de la ligne Maginot vulnérable à tout contournement par le nord. Il recommande soit l'extension des fortifications, soit le déploiement permanent de forces blindées mobiles capables d'intervenir rapidement dans ce secteur. Le Conseil supérieur de la guerre examine ces recommandations en 1936, puis en 1938. Les procès-verbaux sont conservés à Vincennes. Les conclusions sont les mêmes. Le terrain ardennais constitue un obstacle suffisant et les ressources ne permettent pas la prolongation. Pretla reçoit ses réponses. Il renvoie ses notes. Le silence administratif est la seule réponse durable. Cette décision avait du sens selon la logique de l'époque. Les études de terrain réalisées entre 1934 et 1938 concluent unanimement que les Ardennes ne peuvent pas être traversées par une force blindée en mouvement rapide. Ces études sont sérieuses, conduites par des officiers compétents, basées sur des observations réelles du terrain. Elles ne sont pas stupides, elles sont catastrophiquement erronées, parce qu'elles supposent que le problème du passage en forêt dense ne peut pas être résolu par une planification logistique suffisamment précise. Elles supposent que les embouteillages sur les routes ardennaises vont arrêter ou ralentir une colonne blindée assez longtemps pour que les réserves françaises interviennent. Un général allemand allait démontrer que cette supposition était fausse. Erich von Manstein étudie les cartes depuis des semaines. Son plan initial, Sichel-Schnitt, le coup de faucille a été rejeté par Lokache, le haut commandement de l'armée allemande, qui préfère un plan d'attaque classique par la Belgique. Manstein refuse d'abandonner son idée. Il l'affine. Il la défend dans des réunions où personne ne veut l'écouter. Ses supérieurs l'envoient commander un corps d'armée pour se débarrasser de lui. En janvier 1940, il expose son plan directement à Hitler, qui le reçoit par hasard lors d'une tournée d'inspection. Hitler l'écoute. Hitler adopte le plan. Le cœur de Sichel-Schnitt, faire croire aux Alliés que l'attaque principale arrive par la Belgique, ce que le plan Diehl, le plan défensif français, attend exactement pendant que la vraie force de frappe, 7 Panzerdivisionen, traverse les Ardennes en silence. Les Ardennes que l'état-major français a déclarées infranchissables, les Ardennes que le budget de 1934 a laissées non fortifiées, les Ardennes que Pretla signalait depuis 5 ans. Heinz Guderian, commandant le 19e corps blindé, reçoit mission de traverser les Ardennes et d'atteindre la Meuse à Sedan en 4 jours. Ses officiers d'état-major lui disent que c'est impossible, les routes sont trop étroites, les carrefours trop rares, les embouteillages inévitables. Guderian répond qu'il a étudié le terrain, que c'est faisable, qu'il accepte le risque. Son trait unique. Il comprend que la vitesse elle-même résout le problème des embouteillages. Une colonne qui avance en continu, de nuit, sans pause, n'a pas le temps de s'embouteiller. La logique est contre-intuitive. Elle est imparable. Le 10 mai 1940 à l'aube, les 7 Panzerdivisionants de Guderian entrent dans les Ardennes. 250 000 hommes et 2000 chars dans une forêt. Les colonnes se déploient sur toutes les routes disponibles jusqu'au chemin forestier. Effectivement, les embouteillages sont monstrueux, des convois de 200 km de long s'étirent à travers la Belgique et le Luxembourg. Mais Guderian a raison sur un point essentiel. Du côté français,
personne ne surveille vraiment ce qui se passe dans les Ardennes. Les reconnaissances aériennes françaises signalent des colonnes ennemies dans la forêt. Les rapports remontent. Ils arrivent au groupe d'armée A. On les considère comme des mouvements de diversion. Pendant ce temps, les forces principales franco-britanniques foncent en Belgique, là où le plan Dille les attend, là où la ligne Maginot se prolonge dans leur esprit par les défenses belges. Sur la ligne Maginot elle-même, l'armée allemande attaque frontalement. L'opération Kleiner Bär, déclenchée le 14 juin 1940, envoie des divisions d'infanterie et des éléments blindés contre les ouvrages fortifiés de la ligne en Lorraine et en Alsace. Les résultats sont documentés dans les rapports Wehrmacht conservés dans les archives de Fribourg. Les assauts sont repoussés. Les pertes allemandes sont significatives. Aucun ouvrage principal n'est pénétré. Aucune brèche n'est ouverte. Le béton de 3 mètres tient. Les tourelles rétractables tiennent. Les garnisons tiennent. Pendant que la France s'effondre au nord, frappée dans le dos par des chars passés à travers les Ardennes prétendument infranchissables, la ligne Maginot reste debout, intacte, non percée. Le général Alfred Jodl, chef des opérations de l'OKW, l'avait écrit dans ses notes de planification en 1939. La ligne Maginot ne peut pas être forcée. Elle doit être contournée. Ce n'était pas une critique du génie militaire français, c'était sa reconnaissance. Le contournement réussit. La ligne, jamais. Le 22 juin 1940, la France signe l'armistice. Les garnisons de la ligne Maginot reçoivent l'ordre de cesser le feu. Elles obéissent. Certains commandants d'ouvrages demandent confirmation par écrit avant de baisser les armes parce que leurs positions ne sont pas vaincues. Leurs ouvrages sont intacts. Ils ont de l'eau, des munitions, de la nourriture pour 2 mois encore. Ils ne comprennent pas pourquoi ils capitulent. La réponse est simple. Ils capitulent parce que la France capitalise en dehors d'eux, au nord, là où il n'y avait pas de fortification. L'Allemagne prend le contrôle des ouvrages de la ligne Maginot après l'armistice. Elle les inspecte en détail. Elle envoie des ingénieurs militaires dans les galeries, dans les chambres de tir, dans les dépôts de munitions. Elle mesure les épaisseurs de béton. Elle documente les systèmes de ventilation, les ascenseurs blindés, les générateurs. Le rapport de synthèse de la Wehrmacht sur la ligne Maginot, rédigé à l'été 1940, conclut que les ouvrages principaux sont pratiquement invulnérables aux armes disponibles en quantité suffisante et que toute tentative de réduction frontale aurait nécessité des ressources en artillerie lourde et des lords, délai incompatible avec une opération rapide. Les ingénieurs allemands écrivent, en 1940, que la ligne Maginot n'aurait pas pu être percée. 55 km de fortifications souterraines dans les ouvrages principaux, 400 000 hommes en capacité d'occupation, 0 percée réussie par assaut frontal, 0 ouvrage principal capturé par les armes. Une seule décision budgétaire, en 1934, qui a laissé les Ardennes ouvertes. Certaines lignes de défense échouent parce qu'elles sont mal construites. Certaines échouent parce qu'on a refusé de les construire jusqu'au bout. André Maginot avait demandé qu'on prolonge la ligne jusqu'à la mer. Il est mort en 1932, 3 ans avant que le budget ne tranche. Pretla avait demandé la même chose depuis son poste de commandement. On lui a répondu que les Ardennes étaient infranchissables. Les ingénieurs n'avaient pas manqué de génie. On leur avait manqué de budget. Et on a appelé cela un échec de la ligne Maginot. La France n'a jamais manqué de génie. Elle a manqué d'écoute.